En manchette aujourd'hui, un climat particulier à la table des commissaires avec l'étude du projet de loi 40 et la députée de Berthier défend le projet de loi 40. Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 29 janvier. Alors hier, nous vous avons présenté un segment d'entrevue avec le président de la commission scolaire des Samars, M. Michel Forget, au cours duquel il faisait un lien entre la réussite des élèves et le projet de loi 40 du ministre de l'Éducation de la CAQ, Jean-François Roberge, qui veut abolir les commissions scolaires et les transformer en centres de services. On se rappelle que le projet de loi prévoit notamment la fin du mandat des commissaires scolaires le 29 février prochain s'il est adopté. Alors, lorsque j'ai demandé au président de la commission scolaire des Samars, Michel Forget, quel était le climat autour de la table des commissaires alors que le projet de loi 40 est à l'étude de l'Assemblée nationale, il a exprimé d'autres réserves face à ce projet de loi et précisé l'état d'esprit des commissaires durant cette période d'incertitude. On peut l'écouter. Ils ont déposé le projet de loi à la fin de l'année dernière. Le 6 décembre, ils devaient l'adopter. Ça n'a pas été fait. Vous savez, il y a 350, 325, 350 articles. Là, actuellement, ils sont en train d'en discuter au niveau du Parlement et en commission parlementaire. Ils font chacun ont fait en différents blocs et ils font l'étude. Est-ce que dans le projet de loi, c'était qu'au fin février, on n'existait plus? C'est-à-dire que les responsabilités du Conseil des commissaires allaient à la direction générale et les commissions scolaires, les centres étaient transformés en centres de services. À date, on n'a pas d'autres nouvelles. Ils sont en train de faire l'étude. Est-ce qu'il y aura des représentations différentes? Est-ce qu'il faudra voir un petit peu avec l'étude de chacun de ces articles-là, qu'est-ce qui va en ressortir? Est-ce qu'ils vont mettre en place les nouveaux conseils d'administration? Ça fait 2 ou 3 fois qu'ils changent un petit peu la composition. Est-ce que c'est réel de pouvoir faire des conseils d'administration? Moi, j'ai parlé, quand j'ai passé en commission parlementaire, de la représentativité, parce que je pense que les commissaires élus actuellement sont par quartier, sont par secteur, et ils représentent la population avec des nombres d'électeurs équivalents ou à peu près semblables. Si c'est des personnes qui arrivent du comité de parents qui représentent une grosse école, est-ce qu'ils vont avoir la même représentativité que 5, 6, 7, 8 petites écoles? Ou vice-versa, est-ce qu'un groupe de petites écoles vont être capables de prendre le pouvoir du prochain conseil d'administration? C'est des choses qu'ils vont discuter, j'imagine, quand ils vont être en mesure de parler de la gouvernance. Et alors, on verra un petit peu comment ils vont pouvoir sortir de cette situation-là. Ça peut être polarisé aussi au prochain CA. Ça peut être polarisé dans un secteur en particulier. Ça veut dire que nous autres, on a un grand territoire, puis il y a bien des territoires qui sont comme ça dans la province. Est-ce que les secteurs les plus éloignés vont être bien représentés? Actuellement, les commissaires sont étendus sur l'ensemble du territoire et ils représentent l'ensemble du territoire. À ce moment-là, est-ce que ce nouveau prochain CA-là va être amputé d'une certaine représentativité au niveau des secteurs, au niveau des petites, des moyennes, des grandes écoles? C'est cette question-là qu'il faut se poser, à savoir... J'imagine qu'ils vont en discuter, puis les oppositions vont faire les revendications nécessaires. Mais à date, ils ont changé 3 fois là, de composition. Alors, on a un petit peu de tout, hein? Vous savez, moi, je suis optimiste de nature. C'est sûr que c'est pas facile de voir un petit peu les circonstances, les façons de faire, mais on s'aperçoit que, moi, j'ai lu le projet de loi à 2 reprises et il y a des choses qui sont vraiment pas faisables en termes de faisabilité d'un conseil d'administration. Est-ce qu'ils vont trouver les personnes nécessaires? Est-ce qu'ils vont changer une 4e fois ou une autre fois? Moi, je pense qu'au niveau du conseil, il
Il y a des personnes qui disent, bof, on va-tu continuer, on ne continuera pas? Parce qu'ici, il y en a plusieurs qui ont des enfants à l'école, donc ils vont peut-être se représenter sur le prochain conseil également. Il doit y en avoir le 3/4, sinon la moitié ou le 3/4, qui ont des enfants aux écoles ici. Et les autres, ils viennent, dans la plupart, des comités d'école, des conseils d'établissement. Donc, quand ils disent on veut donner le pouvoir aux parents, on est tous parents ou à la limite grands-parents. Mais c'est ça dans toutes les commissions scolaires du Québec. Et également, on est une démocratie qui est paritaire, hommes-femmes. Pas seulement ici, mais partout dans la province. Dans toutes les municipalités, ils essayent d'avoir plus de femmes qui siègent sur le conseil. Au niveau du gouvernement, ils se donnent des pourcentages, ils ne sont pas capables de les atteindre. Et nous autres, aux commissions scolaires, puis partout dans la province, on a une parité hommes-femmes qui, je pense, qui est très importante. Écoutez, la nature humaine fait qu'on est quand même 19 autour de la table, et il y en a qui sont peut-être dans un état de dire, bien là, c'est sûr que ça va changer. Moi, je pense qu'ils devront arriver avec une certaine réalité, mais qui est adoptée ou qui est discutée de tous ces articles de loi-là et comment ils vont les appliquer, parce que c'est beau d'avoir un article de loi s'il est inapplicable. Vous savez, c'était un petit peu, le projet de loi, c'était un petit peu de rapatrier tous les pouvoirs qu'on a en région. C'est de rapatrier ça à Québec, au complexe G ou à Marie-Guillard. Et quand on va avoir un problème ici au niveau de la région, je pense que c'est les commissaires qui sont les mieux placés pour discuter avec M. le maire, avec M. le conseiller ou avec les citoyens des situations particulières. Quand ça va arriver sur le bureau d'un fonctionnaire à Québec, parce que s'il y a 1200 écoles, puis M. le ministre reçoit X centaines de téléphones, de demandes, d'explications, ce ne sera probablement pas lui qui va prendre le téléphone pour... Ça va être un fonctionnaire à Québec qui ne connaît pas la région, qui ne connaît pas l'étendue du territoire, qui ne connaîtra probablement pas où c'est nos municipalités. Là, on groupe 4 MRC, 54 municipalités. Les commissaires sont dans chacune des municipalités. Donc, je pense qu'on est les mieux placés des commissaires élus pour voir à prendre les meilleures décisions possibles pour les gens de notre territoire, pour les élèves de notre territoire. Et en attendant, est-ce que vous continuez de faire des projets comme si de rien n'était? On continue comme on a débuté. On ne commencera pas à laisser aller. On continue. J'ai rencontré deux municipalités la semaine passée pour des projets d'agrandissement d'école. Et on continue comme si, tant et aussi longtemps que ça ne sera pas adopté, bien, on est en force. Et c'est les commissaires qui fait en tout cas une partie du travail de gestion à accompagner avec la direction générale. Sur le sujet du projet de loi 40, la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a émis un communiqué au cours des derniers jours pour saluer les amendements proposés par le ministre de l'Éducation à la version d'abord présentée de son projet de loi. Alors, selon Caroline Proulx, si ces amendements sont adoptés, ils viendront renforcer les liens entre les centres de services et les municipalités et garantir une représentativité équitable de l'ensemble de celles-ci au sein de chaque centre de service. Alors, par exemple, il y a un des amendements déposés en commission parlementaire par le ministre qui prévoit la création de 5 districts sur le territoire de chaque centre de service francophone. Alors, ces districts, là, représentés par un administrateur par an, permettraient d'assurer une représentation plus équitable de toutes les municipalités au sein des centres de services, en empêchant, là, par exemple, que les administrateurs de centres de services ne proviennent tous d'une même ville-centre. Du moins, c'est ce que fait valoir le communiqué. Et il y a un deuxième amendement là, qui prévoit la tenue de rencontres semi-annuelles obligatoires entre les directeurs généraux des centres de services et ceux des instances municipales, ainsi que des MRC. Alors, ces rencontres, là, ça pourrait permettre de renforcer les liens et la collaboration entre les centres de services et les municipalités du Québec. Et ces amendements ont fait écrire à la ministre Proulx, dont on voyait la photo il y a quelques instants. Je ne peux que saluer l'ouverture du ministre envers la bonification de son projet de loi pour garantir une meilleure représentativité des petits milieux au sein de la nouvelle gouvernance scolaire et pour renforcer les liens entre celle-ci et les municipalités. Fin de la citation de la députée Caroline Proulx, la députée de Berthier et ministre du Tourisme.
qui est collègue avec le ministre Jean-François Roberge, qui présente ces amendements. Revenons maintenant au Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Samars de janvier, qui a eu lieu cette semaine. Alors, plusieurs résolutions ont été adoptées relativement aux effectifs du personnel de la Commission scolaire. La directrice générale de la Commission scolaire, Nancy Lapointe, nous donne un aperçu de l'état des effectifs et des efforts déployés pour combler les postes en cette période de pénurie de main-d'œuvre. Voici Mme Nancy Lapointe, la DG. Au niveau du personnel enseignant, en début d'année, on avait plusieurs postes à combler. Plus le mois de septembre a avancé, on est arrivé à combler les postes. Toutefois, il y a certains postes qui sont comblés par des non légalement qualifiés. Donc, des gens qui ont des baccalauréats, généralement, mais n'ont pas le brevet d'enseignement tel que prescrit. Toutefois, dès qu'on a un enseignant légalement qualifié qui se présente et qui peut potentiellement prendre le travail, nous remplaçons les non légalement qualifiés qui sont quand même accompagnés là, par les conseillers pédagogiques pour s'assurer de la qualité des services qui sont rendus. Donc, grosso modo, là, c'est un peu au niveau du personnel enseignant. Bien entendu, secrétaire d'école, tout le personnel administratif aussi, sont des secteurs qui, pour l'instant, les postes sont comblés, mais lorsqu'il arrive un arrêt de travail ou un congé pour une belle raison, c'est-à-dire un congé de maternité qui se présente devant nous, là, ça devient plus difficile là, pour les remplacements. C'est surtout au niveau des remplacements que là, on commence à avoir des difficultés. Pour les directions d'établissement, bon, les postes sont bien entendu comblés. Effectivement, la problématique qu'on rencontre quand on a une direction d'école qui doit s'absenter, généralement, on va faire la promotion d'un adjoint ou si c'est un adjoint qu'on doit remplacer, c'est que là, on ne veut pas aller chercher non plus dans nos enseignants qui, non plus, n'ont pas de personne pour les remplacer. Donc, on essaie d'être imaginatif, ingénieux et de s'assurer qu'on conserve quand même un service, la priorité en classe à l'élève. Il y a des collègues qui mettent les mains à la pâte pour soutenir quand c'est des absences court terme, des longs termes, bien entendu, on doit prévoir des remplacements. On vient vraiment la semaine dernière de faire 2 jours pour créer une banque de suppléants en direction d'établissement. Donc, on a rencontré plusieurs candidats et qui sont en ce moment en évaluation, qui sont des potentielles directions adjointes là, pour soit des remplacements ou des postes qui seront à venir aux prochaines affectations. Alors, c'était la directrice générale de la Commission scolaire des Samars, Mme Nancy Lapointe, et nous passons maintenant à notre première pause. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce mercredi 29 janvier, nous n'avons personne de la région dont l'anniversaire nous a été souligné, mais saviez-vous que dans l'histoire, le 29 janvier marque une date importante pour nos cousins français et pour tous ceux qui se méfient du nucléaire, car c'est un 29 janvier en 1996 que Jacques Chirac, alors président de la République française, a annoncé l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Alors, ça s'est passé un 29 janvier dans l'histoire.
Maintenant, revenons dans la région. Il y a des étudiants du Cégep régional de Lanaudière qui ont participé à une simulation des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale du 13 au 17 janvier dernier. Nous en avons reçu 2 d'entre eux en studio pour discuter de leur expérience. Alors voici la première partie de l'entrevue qu'ils nous ont accordée. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Nous recevons aujourd'hui en studio 2 étudiants du Cégep régional de Lanaudière qui ont participé à une simulation de travaux parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec du 13 au 17 janvier dernier. Et cette année, là, le Cégep de Joliette a fait partie de la 2e opposition de tendance écologiste. Le gouvernement était social-démocrate et l'opposition officielle libérale. Alors, nous avons avec nous Lauriane Heinemann, j'espère que je le prononce bien, qui a été élue porte-parole en matière de culture, de communication et de conditions féminines. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Et Anthony Trépanier, qui, lui, a occupé un poste de chroniqueur journaliste. Bonjour, Anthony. Bonjour. Alors, vous êtes 2 étudiants en sciences humaines au Cégep, si j'ai bien compris? Exactement, oui. Et vous avez souhaité participer à ce Parlement étudiant. Comment ça fonctionne pour l'attribution des rôles? Bien, en fait, comme mettons Anthony, lui, avait déjà un poste qui lui était attribué, là, sauf que bien, lui, en fait, était journaliste à la base, tu sais, mais comme nous, on n'est pas garanti d'être député. Ça se pouvait qu'on devienne... En fait, c'est sûr qu'on était député, mais ça se pouvait qu'on devienne porte-parole. À ce moment-là, il fallait proposer notre candidature, avoir présenté un petit discours. Fait que, comme moi, par exemple, je me suis présentée, j'avais mon petit discours, j'ai présenté devant tout le groupe de la 2e opposition, puis ils m'ont élu. Mais c'est ça, pour toi, c'était... C'est sûr, elle, nous, la 2e opposition, il était 25, je pense. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y avait pas assez de postes pour combler comme tout le monde. Fait qu'il y en avait qui étaient juste députés, puis qui allaient plus travailler sur les projets de loi. Puis les autres, bien, ils faisaient leur discours en fonction de leur poste de porte-parole, puis tout ça. Nous, comment ça s'est passé? On était 14 journalistes. Il y a 2 journaux. Il y a le Res Publica, c'est un journal de droite, puis il y a le Vox Populi, un journal de gauche. Et on dit, si vous voulez aller dans le journal de gauche, allez là. Celui de droite, allez là. Ça a donné qu'on était pas mal de 50-50. Ça marchait. Moi, dans ma gang, j'étais celui de gars. J'étais allé dans le journal Vox Populi, celui de gauche. Je me sentais plus à l'aise là-dedans. Puis, justement, puis on devait s'acquitter des rôles. Il y avait le directeur de pupitre. Il organisait un peu la mise en page. Il y avait chroniqueur, d'autres journalistes, puis il y avait l'éditorialiste. Moi, j'ai choisi chroniqueur parce que j'aime donner mon opinion. Donc, vous étiez un peu déjà préparé pour ce rôle-là. Vous saviez un peu qu'est-ce que ça fait, un chroniqueur journaliste? Oui, on avait reçu des documents, déjà au départ. Puis, il a déjà fallu il a fallu qu'on fasse je sais pas pour le député, mais il a fallu qu'on fasse un test pour être accepté. Parce qu'il fallait parler, il y avait un sujet, il fallait faire un article objectif, pas de chroniqueur, par contre, vraiment juste journalistique. Puis, on jasait justement on parlait d'obésité, puis il fallait faire comme un vrai article, on sait que ce soit vrai, en prenant des vraies données, en faisant des recherches, puis dans les 400 mots. Puis c'est là qu'il regardait si c'était bon en français, si savait faire des phrases journalistiques. C'est ça. Pour vous, comment ça s'est... Pourquoi porte-parole en matière de... Bien, en fait, moi, ce qui m'intéressait particulièrement de ce poste-là, c'était vraiment les conditions féminines. Même qu'à la base, avant même qu'on arrive au forum, on a reçu les documents, puis là, Nathalie, notre enseignante, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de poste pour les conditions féminines. Puis elle a fait rajouter spécialement pour moi parce qu'elle voulait que, justement, je puisse avoir ce poste-là. Puis sinon, la culture, la communication, ça m'intéresse beaucoup. Fait que comment ça, c'est un peu le même processus. Là, on s'est rejoints en caucus, comme on disait là-bas, là, juste avec les membres de notre parti. Puis il y avait comme des petites élections. Là. La personne faisait... Bien, en fait, les personnes intéressées au poste faisaient leur discours, elles faisaient un vote anonyme, puis la personne qui était élue, c'était elle qui devenait le porte-parole. Et là, au cours de cette simulation, vous avez étudié des projets de loi. Vous nous parler un peu des projets de loi que vous avez étudiés? Oui, mais je ne sais pas, toi, t'as-tu étudié sur les projets de loi? Oui, je les ai regardés, mais... Oui. Bien, en fait, moins que vous, je pense. C'est sûr que nous, moi, j'en ai étudié 2 particulièrement, le 3e moins, parce que, étant donné que j'étais déjà porte-parole en matière de quelque chose, c'était plus les gens qui n'avaient pas eu de poste, qui travaillaient beaucoup sur les projets de loi, puis qui allaient aller en commission parlementaire pour négocier des amendements, puis tout ça. Mais on a quand même travaillé beaucoup sur les projets de loi en gang. Il y avait un projet de loi qui était sur la reconnaissance des diplômes, notamment pour les immigrants. Il y en avait un qui était pour la souveraineté alimentaire, qui est en fait devenu... C'était l'autosuffisance, c'est devenu la promotion, je pense. Oui, en fait, c'est à cause des amendements qu'on a fait, c'est devenu rapidement... au début, c'était l'autosuffisance. Ensuite, c'est comme devenu... en tout cas, ça a changé, là, parce qu'on a fait des amendements, mais
moi, lui que j'ai travaillé le plus dessus, c'est sur l'immigration. En fait, il y avait besoin d'une personne de plus pour faire un discours au Salon Bleu. Fait que moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est la veille, j'ai écrit un discours pour ça. Puis j'ai parlé beaucoup parce qu'il disait qu'il allait donner une espèce de bourse en aide pour les familles qui rentraient au pays. Puis comment j'ai formulé mon discours, c'est qu'on voulait, vu qu'on était un parti qui était vraiment basé sur l'équité, d'ajouter la notion d'équité à ce projet de loi-là, en sorte que les familles qui sont plus nantis, ils reçoivent moins d'argent que les familles qui en ont vraiment besoin. Parce que, tu sais, on s'entend que l'immigration, c'est pas juste des réfugiés de guerre qui arrivent ici, là, ça en est qui veulent juste changer de pays. Fait qu'en ce moment-là, on s'est dit on a discuté de ça aussi en partie, que ça serait peut-être mieux que les familles qui étaient plus riches reçoivent un petit peu moins que les familles qui en avaient le plus de besoin. Fait que c'est vraiment sur ça que j'ai parlé de ça, là. Le troisième projet de loi, c'était celui sur une création d'un cours pour la culture politique, mettons, dès le secondaire. Ça l'empiétait un peu, je pense, sur les cours d'histoire. Oui. Bien, en fait, c'était un peu spécial parce qu'on dirait qu'au Salon Bleu, là, quand on débattait tout ça, c'était plus clair. L'opposition, elle disait que c'était, parce que c'est elle qui présentait le projet de loi, là, elle disait que c'était pour remplacer le cours d'éthique et culture religieuse, mais la reste, c'était le cours d'histoire. En fait, c'était un peu nébuleux, là, mais finalement, je pense que c'est plus que moi, qu'est-ce qui est arrivé avec le projet de loi. Finalement, il a été accepté, mais je ne sais pas si ça a remplacé quel cours, là, c'était tellement complexe. Là, genre, il a accepté, il y a 2 personnes qui étaient contre, parce que pour cela, justement, il voulait expérimenter toutes les disponibilités, toutes les possibilités quand tu choisis de faire un projet de loi. Là, ils ont choisi de faire ça de façon nominale, je pense. Oui, c'était un vote. Ils faisaient voter une personne à la fois. D'habitude, c'est le parti qui fait spécial, voter. Ça. Mais le projet de loi le plus important, je pense, qui a été fait, c'est le premier, celui sur la reconnaissance des diplômes. L'immigration. Il était plus intéressant aussi. Mais il était très bien fait déjà à base, parce que les projets de loi, c'était vraiment comme une simulation, mais en fait, on recevait les projets de loi à l'avance. Fait qu'on savait déjà, on pouvait se faire une tête sur de quoi on allait débattre. Puis, en fait, nous, on avait fait aussi un projet de loi, mais il n'a pas été pris finalement. Mais on a lu celui sur la reconnaissance des diplômes qui était très, très bien fait. Puis j'ai même eu la chance de parler avec l'école qui l'avait fait, puis ils ont dit qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'heures sur le projet, puis tout ça. Là, fait que c'est le fun. Alors, nous vous présenterons la suite de l'entrevue avec ces 2 jeunes qui ont participé à une simulation de la vie des parlementaires au cours des prochains jours. Ne manquez pas nos prochains bulletins. Et toujours concernant maintenant le cégep régional de la Naudière, on vous rappelle, si vous songez à vous inscrire au cégep ou si vous connaissez des gens qui songent à s'inscrire au cégep, qu'il y a des activités portes ouvertes qui s'en viennent en février dans les 3 antennes. Alors, pour le cégep à l'Assomption, c'est le 6 janvier de 18 à 20h30. Pour le cégep à Joliette, c'est le 11 février de 18 à 20h30. Et pour l'antenne à Terrebonne, c'est le 13 février, toujours de 18 à 20h30. Alors, c'est l'occasion de visiter les lieux, voir un peu l'atmosphère, rencontrer des professeurs, des étudiants. C'est une activité qui s'en vient. Et nous passons maintenant à notre deuxième pause. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice-Aubrédé de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020.
l'unité des soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Port-Romé, suite à un cancer fulgurant, le 11 janvier, à l'âge de 68 ans, est décédé entouré des siens M. Maurice Comtois, fils de feu Jean-Paul Comtois et de feu Rolande Frappier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa fille Alexis, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, Huguette Comtois, Gisèle Comtois, Jean-Marie Comtois, Hélène Comtois, René Comtois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et de nombreux amis. Selon les volontés du défunt, le dépôt immortel ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 janvier, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Réna Barthes, épouse de M. André Blais, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Robert Blais, Carole Blais, Claudine Blais, Nancy Blais, de même que ses petits-enfants, Dominique et Jennifer Blais, Audrey et Marie-Pierre Plante, Marie-Philippe et Marc-Olivier Chaput, ainsi que leurs conjoints. Elle laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Geneviève, William, Zacharie, Arthur, Charlotte, Émile, Louis-Jean, Romy et Clémence, de même que son frère, sa sœur et sa belle-sœur, Rosaire Barthes, Sylvia Barthes, Denise Grégoire, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 1er février dès 11h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et les funérailles auront lieu le samedi 1er février à 14h en l'église de Saint-Ignace de Loyola et Mme Réna Barthes Blais sera inhumée à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 janvier à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Guy Généreux, époux de feu Monique Fernet, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants Louise Généreux, Odette Généreux, Michel Généreux, Patrice Généreux, de même que ses petits-enfants Alix, Onyx, Roch, Valérie, Catherine, Jérémie et Benoît, et deux arrière-petits-enfants, Gabriel et Natacha, de même que ses frères et sœurs Serge Généreux, Jocelyne Généreux, Jacques Généreux, Jocelyn Généreux, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Selon les volontés du défunt, il ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 janvier, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Carole Bellemare, épouse de Michel de Bellefeuille, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marianne de Bellefeuille, Christian de Bellefeuille, de même que ses petits-enfants, Guillaume, Vincent et Xavier, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pierre Bellemare, Diane Bellemare, Jacques de Bellefeuille, Thérèse de Bellefeuille, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 2 février 2020 dès 11h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h. Mme Carole Bellemare de Bellefeuille sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mercredi soir, le ciel sera dégagé avec une température de moins 13 degrés Celsius. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel demeurera dégagé et le mercure plongera jusqu'à moins 18. Jeudi matin, le ciel sera ensoleillé avec un mercure encore relativement bas de moins 16 et une température ressentie de moins 21. Et jeudi après-midi, le ciel sera variable avec moins 9. Alors voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information de la magnifique région de Berthier. Merci.